Géopolis Télévision, dans les profondeurs de l'économie africaine. Tout de suite, le journal. Bienvenue à cette grande édition du journal télévisé sur votre chaîne Géopolis Télévision. D'abord, le sommaire. Le ministre Judith Suminwa a présidé la réunion de deux délégations d'experts de la République démocratique du Congo ce mercredi 15 janvier 2025 à propos du projet Pont-Route-Rail. Vous aurez les détails dans ce journal. Et puis, législatives nationales à Yakoma et Massi-Maniema, la Cour constitutionnelle siégeant en matière de contentieux électoraux a tenu une audience ce mercredi 15 janvier. Les arrêts sont donc attendu le 20 janvier prochain. Des détails dans ce journal. Et à l'international, le continent africain envisage de se séparer du dollar américain dans les prochaines semaines. Madame, messieurs, c'était donc ça le sommaire. Bonsoir et bienvenue. On va commencer avec cette brève. Ce mercredi 15 janvier 2025, une deuxième réunion extraordinaire du Conseil de ministres s'est tenue à la Cité de l'Union africaine. Présidée par le président Félix Tshisekedi, cette réunion avait pour objectif d'évaluer les bilans de chaque ministre dans son domaine respectif en fonction de réalisations accomplies. Initialement prévue pour vendredi, cette réunion a été avancée à mercredi en raison de jours fériés suivants. À savoir jeudi et vendredi, qui commémorent Laurent Désiré Kabila et Patrice Emery Lumumba. Et une autre brève, toujours ce mercredi, à la Cité de l'Union africaine, le président Félix Tshisekedi a reçu le lettre de créance de deux ambassadeurs résidents, respectivement accrédités en République démocratique du Congo. Il s'agit de Valmilchalam de l'Inde et de Kahil de la Russie. Au cours de cette cérémonie protocolaire, ils ont remis chacun au chef de l'État un document attestant de leur confiance, de la confiance de leur gouvernement respectif pour représenter leur pays auprès de la République démocratique du Congo. Et toujours ce mercredi, la première ministre Judith Suminwa a présidé la réunion de restitution de travaux de deux délégations d'experts de la République démocratique du Congo et de la République du Congo concernant le projet Pont-Route-Rail qui s'est tenu dans la salle du conseil de l'immeuble du gouvernement. Damani Mujinga. Ce mercredi, la première ministre Judith Suminwa a présidé la réunion des restitutions de travaux des délégations d'experts de la RDC et de la République du Congo sur le projet Pont-Route-Rail. Cette rencontre, qui s'est tenue à la salle du conseil de l'immeuble du gouvernement, a permis de discuter de la concrétisation de ce projet ambitieux visant à relier Kinshasa et Brazzaville, les deux capitales les plus proches du monde. Et les experts ont travaillé d'arrache-pied toute la journée d'hier, encore ce matin, pour harmoniser. Le travail n'est pas terminé. Je pense qu'il y a un certain nombre d'impôts et taxes qui ont été harmonisés pour le cadre de la mise en place de la concession, pour le fonctionnement de la concession. Il leur reste encore d'autres impôts et taxes, évidemment, à harmoniser pour que cela soit favorable aux investisseurs. Le ministre des Infrastructures de la RDC, Alexis Guissaro, a salué l'avancée du projet, estimant que l'investissement initial de 700 millions de dollars permettra de renforcer l'intégration régionale. Il s'agit là de booster les échanges humains, mais aussi les échanges économiques, parce que l'Afrique a tout à gagner à être interconnectée
et ainsi à booster les échanges économiques pour le plus grand bien de nos populations. Jean-Jacques Bouya, ministre de l'Aménagement du territoire de la République du Congo, a souligné que le lancement des appels d'offres pour la construction du pont-route rail pourrait intervenir cette année après l'harmonisation de la concession. Le projet devrait dynamiser le commerce transfrontalier et régional avec plus de 5 millions de passagers et 3 millions de tonnes de marchandises attendues chaque année. Un intervenant dans ce journal pour plus de détails dans cet élément ou bien de ces dossiers pont, rail, route. Il s'agit de Dieudonné Bonali, journaliste à Géopolis Forum. Dieudonné Bonali, bonsoir. Bonsoir Blaise Kozola. Alors, avec vous, nous allons discuter sur ces dossiers, un pont, en rail, route. Déjà, la première question que j'avais à vous poser, avec le retour de négociations entre le D-Congo, pouvons-nous dire que Kinshasa a enterré les projets du port en eau profonde de Banana? Non. Kinshasa et Brazzaville, les deux capitales les plus rapprochées du monde, qui ne sont séparés que par les grands et majestueux fleuves Congo. Pour traverser d'une rive pour aller à une autre, c'est seulement 5 minutes en canot rapide. Mais pour sécuriser plus les marchandises, sécuriser les déplacements des populations, les deux États ont fait de ces grands projets leur cheval de bataille. Nous ne pouvons pas dire à cet instant que les ponts route rail Kinshasa-Brazzaville va mettre fin ou enterrer les méga projets du port en eau profonde des bananes. Pourquoi nous le disons? Parce que les statistiques les démontrent à suffisance. Par exemple, pour la distance séparant Kinshasa et Banana, c'est 551 km. La distance séparant Kinshasa à Pointe-Noire, au Congo-Brazzaville, c'est 513 km. Tandis que la distance qui sépare Kinshasa à Matadi, c'est 348 km. Donc, il y a plus de pairs que de mâles. Et ces projets, c'est les financiers. Et si le plan financier coûtera pour la première phase 700 millions de dollars financés par la Banque africaine de développement. 10% de ces montants, soit 70 millions de dollars américains, ont été consacrés à l'aménagement du site des deux côtés, des deux Congos, et surtout à la construction des routes d'accès. Il s'agit d'un site appelé des deux côtés aussi Maluku, à la différence au niveau de l'écriture. Au Congo-Brazzaville, on avec OU. Maluku avec OU. Okay. Chez nous, en RDC, on écrit avec Maluku U. Avec U. Okay. Du côté de Kinshasa, le port en eau profonde sera construit à une distance de 87 km par rapport au centre-ville. Voilà. Mais du côté du Congo-Brazzaville, c'est plus ou moins 65 km. Et ces ponts, contrairement à ce que d'aucuns pensent, ça ne sera pas un boulevard gratuit. Okay. D'ailleurs, il est prévu la création d'une autorité portuaire chargée de gérer les mouvements et des marchandises et des personnes des deux côtés pour rentabiliser cet ouvrage d'art, parce qu'il faut tenir compte, après la construction, qu'il faudra assurer l'entretien, payer le personnel qui sera affecté à la gestion de cet ouvrage d'art qui entre dans le cadre de l'intégration économique africaine. Alors, désolé Bonali, toujours dans la même optique, est-ce que ce port ne va pas mettre en danger des ports que nous avons déjà en République démocratique du Congo, notamment celui de Boma et de Mwanda, et de Matadi plutôt? Par rapport aux distances qui séparent Kinshasa et Banana, Kinshasa et Pointe-Noire, Kinshasa et Matadi, vous voyez bien avec moi, Blaise Kozola, que Kinshasa et Matadi ne fait que 348 km. Tandis que Kinshasa et Banana, c'est 551 km. Si nous quittons la RDC, nous allons au Congo-Brazzaville. La distance qui sépare Kinshasa et Pointe-Noire, c'est de 513 km. Mais de l'autre côté, il y a un avantage. Ils ont une voie ferrée qui est en bon état, bien entretenue.
géré par la compagnie des chemins de fer Congo-Océan, qui a un prolongement qui va jusqu'au Gabon. Mais chez nous, vous connaissez l'état dans lequel se trouve la voie ferrée entre Kinshasa et Matadi. Je ne vous plante pas les décors. Mais le problème se situe à quel niveau? Nous avons une province, le Congo central. C'est l'une des provinces, c'est l'une des 26 provinces, voulais-je dire, de la République démocratique du Congo. Cette province est essentiellement portuaire. Justement. Elle vit que de son port, de ses deux ports, plus le troisième qui est en construction, les ports en eau profonde de Banana, dont les travaux d'aménagement sont déjà arrivés à la fin. Matadi, je voulais parler du gouvernement provincial, ne vit que du port de Matadi, des activités agricoles et autres activités comme les commerces et le tourisme, avec les ponts Maréchal et d'autres sites touristiques que nous avons dans la province. Donc l'économie de cette province ne tourne autour de ces ports. Le cœur de Matadi n'est pas qu'autour du port. Quand il y a fermeture du port à Matadi, ajouté à celui de Boma, il y a paralysie de l'économie de cette province. Maintenant, il y a des craintes. Pourquoi? Vous savez que les deux ports emploient beaucoup de main-d'œuvre au niveau de la société commerciale des transports et des ports actuellement au Natra. Maintenant, il y a des craintes par rapport à la concurrence qui va se faire entre les deux ponts. Matadi va se laisser dominer par Pointe-Noire, c'est la question que s'en pose. Mais moi, je fais confiance aux autorités congolaises, au plus haut niveau, les chefs de l'État. Il avait affirmé un jour lors de l'un de ses discours sur l'état de la nation, je cite, Félix Tshisekedi avait dit « Jamais on ne construira les ports en eau profonde Kinshasa, pont-route rail Kinshasa-Brazza, avant les ports en eau profonde des bananes. » Voilà. Mais avec ce que nous venons de voir là, nous pensons les deux capitales les plus rapprochées sont des retours sur la table des négociations pour relancer ces projets parce que les études de faisabilité ont déjà été faites et bouclées. Le financement pour la première phase est là. Le financement a été obtenu par les deux pays avec des garanties bancaires auprès de la Banque africaine de développement. Et cette banque travaille pour l'intégration économique des États africains. N'oubliez pas, il y a des autoroutes qui doivent provenir du nord de l'Afrique et qui doivent traverser les centres. Nous sommes un pays carrefour pour relier en fait l'Afrique australe, l'Afrique de l'Est et l'Afrique de l'Ouest et le nord du continent. Voilà, Dieudonné Bonani, nous vous disons infiniment merci pour votre riche Je voulais ajouter quelque chose. Les gens oublient que ce n'est pas le seul projet de pont route-rail qui existe dans la région. Nous avons un autre projet Zongo-Bangui, reliant la RDC à la RCA, sur la rivière Ubangi. Nous avons les projets en construction, d'ailleurs les travaux sérieusement avancés. Luapula entre la RDC et la Zambie. Nous avons maintenant les ponts route-rail des bananes. Les exemples sont les... Il y a beaucoup de projets. Merci beaucoup. La crainte se situe au niveau de l'économie du Congo central. Il faut prendre beaucoup de précautions pour que cette économie ne tombe pas. Nous vous remercions infiniment pour votre riche intervention. Merci aussi pour l'invitation. Autre chose à présent, législative nationale à Yakoma et à Massi Manimba, la Cour constitutionnelle siégeant en matière de contentieux électoral a tenu une audience ce mercredi 15 janvier en son siège à Kinshasa, à Gombe. Parmi le 8 dossiers appelés ce jour, dont celle attaquant l'élection de Trifon Kinke Mulumba dans la circonscription de Massi Manimba, aucune n'a reçu un avis favorable du ministère public en raison de l'absence de preuves. Les arrêts sont attendus pour le 20 janvier prochain. Patience Lokeke. La Cour constitutionnelle siège en matière de contentieux législatif national relatif aux élections dont les circonscriptions de Yakoma et Massi Manimba a examiné lors de son audience du mercredi 15 janvier plusieurs causes dont les arrêts seront rendus le lundi 20 janvier prochain. Sur les 8 causes appelées ces jours, dont celle contestée concernant l'élection de Trifon Kinke Mulumba dans la circonscription de Massi Manimba, aucune n'a reçu un avis favorable
comptable du ministère public. Le motif était soit l'absence ou l'insuffisance des preuves, soit les défauts de qualité des récurrents. Il convient de rappeler que les élections dans ces deux circonscriptions, prévues initialement pour le 20 décembre 2023, ont été annulées par la CENI en raison de plusieurs irrégularités. Suite à cette annulation et après l'organisation des nouvelles élections, Kayani Mbwigigo et Koibe Koyabakele Maximilien ont été élus pour Yakoma dans la province du Nord Ubangi, tandis que Didier Mazenga, Jean Kamisindu, Trifon Kinke, Donald Sindani et Paul Delacroix Louasangu ont été élus pour Massimanimba. Et en parallèle de l'activité judiciaire, la question de la sécurité et de la lutte contre le phénomène criminel à Kinshasa, notamment les bandits urbains appelés Kuluna, fait l'objet des débats, notamment sur le rôle des avocats dans la défense de ces derniers. La population s'interroge sur la nécessité pour des avocats de défendre les bandits urbains communément appelés Kuluna. À ces sujets, Maître Dieu merci Lombe indique que la défense des avocats s'est faite conformément au respect du principe du procès équitable. Patience Lokeke. Avec la diffusion en direct sur la RTNC de certains procès de Kuluna dans le cadre des opérations Ndobo et Zéro Kuluna, de nombreux Congolais, particulièrement les Kinois, se demandent quelle est la nécessité pour un avocat ou un collectif d'avocats de défendre un Kuluna qui trouble la quiétude publique. À cette question, Maître Lombe Dieu merci a fait savoir que cela est tout à fait normal en vertu du principe du procès équitable et de la présomption d'innocence. Même un criminel, même celui qui vient d'arracher la gorge d'un voisin, il doit bénéficier des services d'un avocat. Tout ça, c'est pour être en conformité avec le principe du procès équitable. C'est un principe sacro-saint de l'administration et de l'organisation de la justice. Il y a plusieurs principes que nous pouvons évoquer, mais le principe d'un procès, n'est-ce pas, équitable, signifie que les justiciables doivent disposer de mêmes armes juridiques, ce que nous appelons le même moyen, égalité des armes. Donc, la partie qui se dit victime ne doit pas se prévaloir de bénéficier lui seul ou bien elle seule des services d'un avocat. Ils ont en outre précisé que l'avocat ne défend pas les personnes, mais les lois. L'avocat ne défend pas l'individu. L'avocat défend les principes, la loi, les textes rappellent, parce qu'il arrive des fois, ceux qui rendent la justice, ce sont des humains. Le magistrat, les juges, ce sont des humains. Ils peuvent aussi commettre des erreurs, des graves, parce que quand vous consultez des jurisprudences, vous allez vous rendre compte que d'autres personnes n'ont pas été condamnées justement. Les autres ont été condamnés injustement. Signalons que, depuis un certain temps, le gouvernement congolais a mis en place les opérations Ndobo et Zéro Kuluna pour éradiquer les phénomènes Kuluna dans le pays, et le procès en flagrance constitue l'un des outils de dissuasion selon les autorités. Toujours en lien avec les préoccupations sociétales majeures, un autre sujet brûlant concerne la gestion de fonds publics, notamment ceux destinés à la réhabilitation de la centrale hydroélectrique de la Chopo à Kisangani, sur lequel le collectif Amka Congo a exprimé des inquiétudes concernant la transparence de leur utilisation. Ces mouvements citoyens souhaitent que les citoyens s'impliquent dans la gestion de ces fonds. Francine Moukeba nous en dit plus. Cette initiative fait suite à une demande pressante de la population affectée par les conséquences de la guerre des 6 jours entre l'armée rwandaise et ougandaise. Ces financements visaient à améliorer l'approvisionnement électrique dans une ville souffrant d'un déficit énergétique chronique. La Société nationale d'électricité a été désignée pour gérer ces fonds. Jusque-là, rien n'a changé et la population continue de payer des factures exorbitantes. Cette tribune concerne comment est-ce que la population pourra bénéficier aux 9 millions de dollars que FIBAO avait remis à la SNEL pour que la SNEL puisse réhabiliter les centrales hydroélectriques. Mais nous nous rendons compte aujourd'hui, 8 mois presque, le courant est toujours instable. Partout dans les quartiers, il n'y a même pas du courant.
Alors nous avons besoin aujourd'hui que la population sache si la SNEL a fait quoi avec ces 9 millions de dollars avant que le ministre Constant Moutamba puisse ajouter d'autres 50 millions. Nous, la population et les collectifs Amka Congo et les Congolais debout avons besoin de savoir d'abord la destination de ces 9 millions de dollars parce que nous, la population n'a bénéficié même pas. Les collectifs des mouvements citoyens appellent le ministre de la Justice et l'inspection générale des finances à suivre ces dossiers de près. Le ministre de la Justice doit auditer les 9 millions et nous appelons l'IGF de mettre la patte sur ces dossiers-là pour que la population sache où sont partis ces 9 millions de dollars parce que jusque-là, Kisangani, il n'y a pas de courant. Des collectifs des mouvements citoyens de Kisangani, MK Congo, réaffirment son rôle de porte-voix des préoccupations citoyennes à Kisangani. On va parler à présent de l'actualité sportive. Le tirage au sort du championnat d'Afrique de Nations CHAN 2025 qui va se dérouler conjointement au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda a eu lieu ce mercredi 15 janvier 2025. La République démocratique du Congo a été donc placée dans le groupe A avec le Kenya, pays hôte, le Maroc, l'Angola et la Zambie dans un groupe à 5. Vous aurez plus de détails dans notre prochaine édition. Nous allons à présent faire place à la page internationale. Le Nigeria veut atteindre 70% de pénétration de l'Internet haut débit. C'est dans cette optique que les autorités nigérianes ont signé un accord avec les États-Unis dans le cadre de discussions pour promouvoir le développement du haut débit dans le pays ouest africain. L'information émane d'un communiqué du département d'État américain paru lundi 13 janvier. Damani Mujinga nous éclaire. L'accord entre le Nigeria et les États-Unis inclut une subvention de 2,095 millions de dollars accordée par l'Agence américaine pour le commerce et le développement dans le but d'évaluer la faisabilité d'au moins 90 000 km de fibres optiques. Cet accord survient quelques mois après la visite du secrétaire d'État adjoint Kurt Campbell pour la 6e commission binationale USA-Nigeria. Il s'inscrit dans le cadre du plan national du haut débit 2020-2025 du Nigeria qui vise à améliorer le taux de pénétration du haut débit dans le pays en le faisant passer de 42,27% à 70% et à veiller à ce qu'au moins 90% de la population ait accès à une couverture de haut débit abordable et fiable. Selon le rapport de The State of Mobile Internet Connectivity 2024 de l'Association mondiale des opérateurs de téléphonie, publié en octobre 2024, le Nigeria est, avec 120 millions de personnes, le 5e pays au monde enregistrant le plus important écart d'utilisation d'Internet. Les taux de couverture de la 3G, 4G et 5G étaient néanmoins respectivement de 89,4%, 84,2% et de 11,8% en 2023, d'après les données de la plateforme DataHub de l'Union internationale des télécommunications. Et puis, l'idée de se libérer du dollar américain n'est pas nouvelle en Afrique, mais elle a gagné du terrain ces dernières années. Dans un contexte marqué par une forte volatilité des devises locales, des contraintes d'accès au financement en devises fortes et une dépendance persistante aux importations libellées en dollars, la question mérite une analyse approfondie. Et si l'abandon du billet vert est plus complexe qu'il n'y paraît, des alternatives ont vu le jour ces dernières années sur le continent. Francine Moukepa. C'est le symbole de l'hégémonie économique américaine. Les dollars, maître des échanges internationaux, est à la fois une arme et une prison. Partout en Afrique, les constats sont les mêmes: dépendance, volatilité et vulnérabilité.
Sur les continents, les dollars règnent son partage. Presque toutes les importations stratégiques passent par lui. Les dettes sont contractées en dollars, les échanges entre États se règnent en dollars, même les prix du carburant dans les stations-service dépendent de sa valeur. Les dollars, qui représentaient 57,4% des réserves d'échange mondiales au troisième trimestre 2024, ils dictent les prix des importations africaines essentielles. Le Nigeria, par exemple, a dépensé plusieurs milliards de dollars en 2023 pour stabiliser un naira qui s'effondrait, mais qu'il a dû laisser chuter de 40%. Au Ghana, la dépréciation du cedi, qui a perdu près de 30% de sa valeur la même année sur les marchés interbancaires, a suffi à plonger le pays dans une crise de la dette. En Égypte, la dépréciation du livre égyptien face au dollar a fait grimper l'inflation à plus de 30% en 2023. Le Kenya a consacré près de 60% de ses recettes fiscales au service de la dette au cours de l'exercice de 2022-2023, une situation exacerbée par la hausse du dollar et la dépréciation du shilling kenyan. L'Afrique doit tirer les leçons de son histoire et privilégier des solutions qui renforcent sa souveraineté économique, en valorisant ses monnaies locales et en favorisant une intégration financière régionale ambitieuse. Les dollars restent les maîtres pour l'instant. Mais l'histoire nous a appris qu'aucun empire n'est éternel. À l'Afrique de construire les siens sur ses bases solides et durables. Et pour clore cette série d'informations, nous vous proposons une revue de presse complète afin de découvrir d'autres sujets d'actualité qui ont fait la une ces jours. Suivez. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette revue de presse. Le peuple congolais va se souvenir ce jeudi 16 janvier et ce vendredi 17 janvier 2025 de deux assassinats historiques, écrit le Phare. Il s'agit de celui de Laurent Désiré Kabila et de celui de Patrice Emery Lumumba. 23 ans et 64 ans après, c'est toujours le mystère autour de leur mort, les commanditaires comme les exécuteurs ayant pris soin de tout verrouiller. Même des témoins oculaires, morts comme vivants, sont restés motus et bouche cousue. La référence revient sur la guerre d'agression rwandaise à l'est de la RDC et annonce la reprise par les FARDC de Lumbishi au sud Kivu. Cette performance des forces armées de la RDC, a affirmé le porte-parole de l'armée au nord Kivu, rentre dans le cadre de l'opération Caterpillar 2. Info 27 rapporte que les Congolais sont exaspérés par l'inaction de la communauté internationale face aux évidences criantes de l'exploitation illicite des ressources naturelles dans l'est de la RDC. Cette indifférence alimente une colère croissante parmi les populations locales qui se sentent abandonnées par une communauté internationale qui privilégie les intérêts économiques à la justice. Toujours au chapitre de la guerre, Africa News révèle que selon le rapport des experts des Nations Unies, le gouverneur Chirimwami a révélé les opérations prévues au commandant de FDLR Foka, ce qui explique qu'aucun commandant important n'ait été tué ou arrêté. Omega et d'autres chefs des FDLR se sont réfugiés à Kilimanyoka, dans le territoire de Nyiragongo, où ils ont renforcé leur position. La RDC fait face à un double défi en ce début d'année, une réforme constitutionnelle controversée voulue par le président Félix Tshisekedi et la résurgence d'un conflit dévastateur dans l'Est. Pris entre deux feux, Kinshasa devra faire un choix stratégique pour éviter un embrasement généralisé, commande pour sa part Econews. Sur le plan social, Forum des As renseigne que face aux tensions provoquées par la mise en place de la nouvelle grille tarifaire des transports en commun, le ministre provincial des Transports et de la Mobilité urbaine de Kinshasa, Bob Amiso, a accordé un moratoire de 10 jours pour permettre une meilleure sensibilisation des chauffeurs. La prospérité parle de la paye des enseignants par les fautes via Caritas. Dans un communiqué publié hier, mardi 14 janvier 2025, la SENCO indexe le gouvernement de la République
qui n'alimente plus le compte principal destiné au paiement depuis un bon moment, d'où le délestage observé dans le réseau Caritas. Terminons cette revue avec Géopolis, avec la création de Piana Mwanga Power Sarlu, filiale énergie 100% communière SA. Célestin Kibeya annonce la première tonne de concentré de lithium produit ici en RDC, principalement à Manono pour début 2026. Merci de votre attention, à demain. C'est la fin de ce journal, madame, messieurs. Place au rappel des titres. La première ministre Judith Suminwa a présidé la réunion de 2 délégations d'experts de la République démocratique du Congo et de la République du Congo à propos du projet Pont en route rail. Vous avez eu le détail dans ce journal. Les législatives nationales à Yakoma et Masimanimba, la Cour constitutionnelle siégeant en matière de contentieux électoraux a tenu une audience ce mercredi 15 janvier. Les arrêts sont donc attendus le 20 janvier prochain. Et puis, le continent africain envisage de se séparer du dollar américain dans le prochaine semaine. Tels sont là le rappel de différents titres. Madame, messieurs, c'est donc la fin totale de ces journaux. Merci à vous de nous avoir suivis. Portez-vous bien et surtout, très bonne suite de programmes sur votre chaîne. Au revoir.